In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'un cinéaste que vous connaissez très bien, qui s'appelle Wes Anderson, un cinéaste américain, qu'on a souvent parfois qualifié de cinéaste un peu européen. On en avait déjà discuté il y a plus d'un mois déjà, c'était le 10 novembre avec Aurélien Le Mans, qui était venu pour parler un peu de cette filmographie, proposer comme ça des pistes réflexives assez intéressantes. Et pourquoi? Parce que son dernier film en date, le 10e de Wes Anderson, The French Dispatch, venait de sortir, c'est-à-dire le 27 octobre. Et donc Aurélien, que vous connaissez très bien, qui est écrivain mais qui est aussi critique de cinéma pour la 7e Obsession, hors caméra, on s'était dit qu'on allait se donner nos avis respectifs après avoir vu le film. Et le film a été vu, et donc j'ai proposé à Aurélien de revenir pour le coup, de parler de ce film, ce qu'il dit d'aujourd'hui, de le contextualiser, de le placer peut-être dans la filmo de Wes Anderson, d'essayer de voir peut-être est-ce que c'est un nouveau départ. On verra, on va en parler de tout ça, mais en tout cas, il a accepté d'être là. Et vraiment, je l'en remercie. Comment allez-vous, Aurélien? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Ah bah, plus ou moins en vacances, comme on dit. D'accord. Plus ou moins en vacances. Vous dites ça, mais avec le rythme effréné qui est le vôtre avec votre émission, je pense que vous prenez jamais de congé, en fait, ça veut dire, parce que ça n'arrête pas, Microciné. C'est très bien, d'ailleurs, c'est super. Merci. Et encore, j'ai l'impression que là, depuis quelques jours, voire quelques semaines, j'ai un peu levé le pied, ce qui est inadmissible. Mais bon, parlons de French Dispatch. La première question que je voulais vous poser était tout simplement de savoir, lorsque vous êtes sorti de la salle de cinéma, vraiment dans la foulée, quelles ont été vos premières impressions? Des questions, surtout. D'abord, pendant la séance elle-même, je me suis quand même dit, est-ce que ce serait pas le meilleur film de son auteur, et est-ce que ce serait pas un des meilleurs films que je suis en train de voir cette année? La réponse est à la fois oui et non. Elle est oui pour la première partie, c'est-à-dire que je suis sorti là en me disant c'est à la fois peut-être le meilleur et le moins bon. Le meilleur et le pire, c'est pas tout à fait la même chose. Formellement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Formellement, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis fait la réflexion vraiment au sortir de la salle qu'en fait, même pendant à la fin de la projection, que Wes Anderson était donc un peintre plutôt qu'un photographe. Il y a différents types de cinéastes, hein. Il y en a qui se rapprochent de l'opéra ou du théâtre, d'autres qui sont très proches de la photographie, et d'autres qui sont plus proches du tableau, de la peinture. Et il fait des tableaux vivants, il fait c'était déjà le cas avant, mais là encore plus, tout en ayant vraiment recours au mouvement de plus en plus. Et je pense à cette scène absolument admirable, très ludique et formellement géniale, qui est dans le deuxième segment, je crois, celui qui concerne le peintre fou, donc la séquence avec Benicio del Toro, Léa Seydoux et Adrien Brody, et où on a en mémoire, pour ceux qui ont vu le film, ce magnifique tableau vivant où paradoxalement les acteurs sont figés dans l'action. Mais au-delà de la folie formelle ou du jeu ou de l'esbrouf, il y avait vraiment, je trouve, un talent inouï, inexorable pendant tout le film. Donc ça c'est vraiment l'aspect positif. Et pour moi, à ce niveau-là, c'était le film le meilleur de Wes Anderson. Ça, j'en étais à peu près convaincu. Et le pire, c'était plutôt pour la question du fond. Ce qui rejoint un petit peu les inquiétudes que j'avais exposées avec vous lors de notre première discussion. Mais voilà, en fait, le film était quand même assez spectaculaire, mais au-delà de la notion de spectacle. Ça, c'est ce que je me suis dit en sortant. Il y avait une impression, j'étais impressionné. Voilà. Le film est quand même assez étonnant, ne serait-ce que... Là, je vais parler de quelque chose qui n'est pas forcément très cinématographique, ce qui veut dire dans l'idée même de la réflexion, j'entends bien, parce que nous sommes là aussi pour essayer de proposer des idées, de les partager. Mais il y avait quelque chose, moi, qui, pour le coup, là, je vous dis un peu ce que j'ai ressenti lorsque je sors de la salle. Il y a quelque chose de très bizarre et de très paradoxal, c'est que j'ai pensé à l'affiche du film. Et l'affiche du film, comme pratiquement toutes les affiches des films de Wes Anderson, mettent en avant un casting important.
généralement une espèce de, comme ça, de représentation de ce qui se fait de mieux, un peu peut-être dans l'acting du cinéma américain, enfin d'un certain cinéma américain. Et c'est pas, et c'est parfois vrai d'ailleurs Oui. ou alors dans le même casting, on a parfois des connexions, des espèces de filiations, et c'est passionnant. Là, j'ai eu une sensation incroyable. Enfin, je me suis dit que ce que je voyais sur cette affiche-là, alors que généralement c'est pas forcément quelque chose qui m'attire, eh bien, en voyant cette affiche, en voyant ce nombre incroyable, impressionnant d'acteurs et d'actrices, et en voyant le film, je m'étais dit, mais il y a un truc dans ce film, c'est que il est, il n'est pas du, il est en inadéquation avec l'image que véhicule l'affiche. C'est-à-dire que le film, je l'ai trouvé extrêmement épuré, même dans la manière qu'il a, Wes Anderson, d'intégrer ce casting. C'est-à-dire que, pour le coup, je ne voyais plus de fortes têtes, des visages très imposants et importants. Je voyais là, pour le coup, vraiment des personnages qui, qui, pour lesquels on pourrait finalement s'identifier. Et je trouvais même que les histoires, parce que c'est un film, alors c'est un film dans lequel il y a plusieurs histoires, je les ai trouvées, même si elles prennent appui sur un lieu, la France, un micro-lieu, la ville d'Ennui-sur-Blasé, qui est une ville fictive, une période, la fin des années 60, des années 68, certes, on a tout cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout. Le reste est très 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 épuré. J'ai l'impression que c'est un film qui raconte pas forcément grand-chose dans le sens événementiel du terme, alors que dans les précédents films, il y avait toujours un peu de cela. Et et c'est ça qui m'a énormément étonné. C'est cette espèce de d'absence de vouloir grossir les traits. Et là, pour le coup, de cet aspect-là, je dis bien de cet aspect-là, parce que il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais peut-être regretter dans ce film, mais je suis d'accord avec vous, hein, la première partie est juste impressionnante, impressionnante. Mais ce que je veux dire par là, c'est voilà, c'est cette première sensation que j'ai eue, qui est peut-être pas forcément très réflectif, mais je m'étais dit, tiens, c'est la première fois, finalement, dans lequel je vois un film de Wes Anderson qui aurait pu être joué par d'autres acteurs au visage anonyme, complètement inconnu. Voilà, c'est ça l'idée. J'avais l'impression de voir des visages anonymes, alors que je les connais, ces visages, on les connaît. C'est cette sensation un peu particulière que j'ai eue avec ce film. Alors c'est marrant parce que on pourrait se dire qu'effectivement, je ne sais pas si on en avait parlé, mais je crois pas. Dans Moonrise Kingdom, je me souviens d'un plan en particulier où l'on voit dans la profondeur de champ de mémoire un Bruce Willis, Edward Norton, Francis McDormand, Bill Murray, peut-être Schwartzman, mais je suis pas sûr. Je pense pas. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'échappe et qui est aussi une grosse tête d'affiche. C'est probablement d'ailleurs Harvey Keitel. En un seul plan. Un plan qui a lui-même, en termes de cachet d'artiste, coûte a priori très cher. Et fondamentalement, je m'étais dit à l'époque, tiens, c'est marrant parce que ils demandent rien à ces acteurs. Ils sont très bien. Hein. D'abord, ce sont des comédiens que j'admire. Ils sont très bien dedans, mais ça a pu être n'importe qui. Ça a pu être des comédiens non seulement moins célèbres, mais également beaucoup moins bons. Et c'est presque un reproche que j'ai envie de faire au film de Wes Anderson. Alors, il s'éclate, il y joue avec ses amis, il travaille avec beaucoup de fidélité, avec des gens qui reviennent constamment. Et il y a un côté troupe de théâtre. Ça, je l'apprécie, mais ce côté troupe de théâtre, en même temps, il mise totalement sur la surenchère hollywoodienne et sur les noms à la fois des gens qui sont célèbres depuis longtemps, comme Harvey Keitel, ou dans un autre registre, Bill Murray, et en même temps des gens qui aujourd'hui percent et dominent, comme Timothée Chalamet ou d'autres. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, justement, puisque ça pourrait être n'importe qui, pourquoi systématiquement avoir recours à des grosses stars? Après, ça ne me dérange pas. Edward Norton, je l'adore, même si dans ce film-là, effectivement, j'aurais pu faire ce qu'il fait, vous voyez. Moi, je précise quand même que je viens du théâtre. C'est pas de la prétention de ma part. Je veux dire, c'est justement parce que c'est simple que j'aurais pu le faire. Et beaucoup d'autres comédiens auraient pu être finalement remplacés entre guillemets par n'importe qui. Mais ça, c'est quelque chose finalement que des Moonrise Kingdom, je ressens en me disant finalement, il joue avec des gens qu'il aime, ça j'en doute pas, et ça ajoute une plus-value
on va dire, en termes de marché par rapport à son film. Mais c'est tout. Artistiquement, il n'y a pas de valeur supplémentaire. C'est pas grave. Et après, vous disiez qu'il y avait cette inadéquation potentielle entre le film et l'affiche. Finalement, l'affiche, bon, vous le savez, elle reprend une de mes marottes personnelles aussi, qui est Sgt Pepper, qui est une espèce de détournement systématique du pop art et de la pop music, et qui fait que ça prolonge encore ce malentendu sur Wes Anderson, cinéaste pop. Et cette affiche, effectivement, qui est à la fois très figée, très austère, et en même temps très chorale, avec une énorme pluralité de visages et tous les personnages qui vont apparaître dans le film. Elle est intéressante parce qu'elle ne dit pas exactement ce qui va se passer dans le film, en effet, ni d'un point de vue narratif, ni d'un point de vue technique. C'est-à-dire que lorsqu'on sort du Grand Budapest Hotel, qui est quand même un film étouffant dans sa matière, cette profondeur de champ perpétuelle, cette espèce de cinéma pop-up grandiloquent, épuisant et en même temps formellement génial, très pointu. Là, on a à nouveau de la respiration avec le French Dispatch. On a une respiration qui passe beaucoup par la technique et par le choix de comment elle va travailler avec ses comédiens. Et effectivement, comme c'est quand même malgré tout moins un film d'époque que le Grand Budapest Hotel par exemple, il va y avoir aussi moins un recours à des allusions à un cinéma passé. Dans le Grand Budapest Hotel, il demande quand même à ses acteurs de jouer d'une certaine façon qui est ancrée dans un cinéma des années 30, 40, où la représentation qu'on se fait dans les années 30, 40 et 50 des années 30 en Europe. Et c'est pas le cas dans The French Dispatch, où on a un jeu qui est pas daté, qui est pas ancré dans une époque. Quand bien même ça se passe en 68. Donc voilà, tout ça rend le spectateur que je suis assez perplexe et admiratif, et d'un point de vue formel, j'ai trouvé ça quand même formidable. J'étais assez sidéré pendant la première moitié du film, que je trouve exceptionnelle. La deuxième beaucoup moins, mais et aussi peut-être parce que justement il a un recours intéressant mais que j'ai tendance à critiquer à l'animation. Vient ce moment où, comme dans Kill Bill de Tarantino par exemple, dans un registre absolument différent, il y a ce moment où Wes Anderson a recours à l'animation pour faire ce que j'imagine il n'a pas le temps et l'argent, ou peut-être même, attention, je dis très simplement, le talent de faire. Il passe par le dessin animé pour réaliser quelque chose qui est très fantasque en termes de cascade, en termes de course-poursuite, en termes de cinéma pur. Et il n'a pas recours à l'animation en volume comme c'était le cas pour ses deux précédents films d'animation. Il a recours vraiment au dessin. Ce qui nous renvoie à l'idée de peintre qu'on a évoqué tout à l'heure, plutôt que photographe, justement. Alors là, oui, vraiment, on est dans l'opposition formelle claire entre peintre et photographe. Il passe pas du tout par la même technique, même s'il y a encore du mouvement. Et là, d'un seul coup, les personnages, ils existent vraiment en tant que tels et non plus en tant qu'acteurs. Ils existent vraiment en tant que dessin. Et je me suis d'autant plus dit qu'il aurait pu vraiment avoir recours à de parfaits inconnus pour interpréter tous ces personnages-là. Voilà ce que je peux en dire par rapport à cet aspect, cette dichotomie entre l'affiche qui elle relève de la photo, et le film qui relève du dessin et de la peinture. À partir quand vous évoquiez le fait que la deuxième partie vous pose quelques soucis, c'est à partir de quelle histoire commence la deuxième partie pour vous? Alors, je dirais que la première moitié s'articule autour rapidement de Owen Wilson, puis de Benicio del Toro, et ensuite de ça, on bascule dans la deuxième moitié du film qui serait plus autour de Frances McDormand et Timothée Chalamet, puis cette émission de télévision autour de la gastronomie et de la police. Et au niveau du fond, tout le film m'a posé problème, sachez-le. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était le pire. Alors, on va dire, Aurélien Le Mans, il a une grille de lecture obsessionnelle. En fait, peut-être, hein, mais là où je trouve ça marrant, c'est que dans le hors-série qu'on a sorti avec la 7e obsession sur Wes Anderson, Noémie Luciani, c'est pas dans le hors-série, Noémie Luciani, qui fait partie du comité de rédaction, qui est donc l'une des journalistes de cinéma de la 7e obsession, a écrit sur The French Dispatch dans un des derniers numéros qui est paru, je crois que c'était ce numéro consacré à la mode et à Matrix. Elle a écrit sur The French Dispatch et elle dit on
on associe toujours le travail de Wes Anderson à un travail de forme et il est temps de se pencher sur le fond. Et elle a raison. Moi, j'ai lu son article après avoir vu le film. Elle a d'autant plus raison avec ce film-là, qu'elle semble avoir plutôt apprécié. Elle est pas totalement, dans mon souvenir, elle n'est pas extatique devant le French Dispatch, mais elle dit des choses intéressantes. Et moi, je me suis dit, oui, elle a totalement raison, parce que, justement, comme c'est un as dans la forme, Wes Anderson, c'est un très, très grand faiseur, et je le dis sans ironie, je le dis sans condescendance, vraiment, je le dis de manière admirative. Est-ce que ce serait pas, finalement, à l'inverse, un piètre auteur? Et en fait, la matière, le fond, c'est-à-dire ce qui est raconté, indépendamment de la narration qui appartient à la forme, ce qui est raconté dans le fond, c'est très précis et c'est très exactement ce qu'il veut dire. Et c'est là que ça me le rend d'autant plus coupable. Alors, je vais m'en expliquer. Je ne vais pas pouvoir commencer par la première partie parce que la première partie, elle m'a paru problématique rétroactivement. On y va? On y va ou pas? Alors juste, non mais c'est passionnant. Mais je vois un peu peut-être où vous allez nous emmener. Je vois un peu parce que je pense, hein, j'imagine, parce que attends. En tous les cas, juste dire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, voire même qui n'ont pas encore lu le synopsis, l'histoire est très très simple. The French Dispatch est une antenne du New Yorker, vous me contredisez si je me trompe, et en fait c'est un journal qui est dirigé alors je me souviens jamais, moi j'ai un gros problème depuis que je suis dans le milieu de la critique, je me souviens jamais des noms de personnages fictifs, c'est plutôt, pour moi ce sont les acteurs et actrices qui font le cinéma. Enfin voilà. Ça parle aux gens de toute façon. Voilà, et donc Bill Murray dirige cette revue et il meurt soudainement des suites d'une crise cardiaque et donc il avait laissé un testament dans lequel il disait que le jour où il ne serait plus de ce monde, le French Dispatch cesserait d'être publié et donc ils reprennent, si je ne me trompe pas, 3 articles qui avaient été anciennement publiés. Et donc, le film part de ce principe-là. On voit donc, il y a quatre histoires. Il y a la première qui est très très courte, dans laquelle Owen Wilson, donc, qui est journaliste et qui raconte un peu, qui essaie d'expliquer un peu, il est à vélo et il erre comme ça dans cette ville qui s'appelle l'Ennui-sur-Blasé. Et il explique en gros que entre le passé et le présent, finalement, il n'y a pas de grande différence. Ça déjà, ça pourrait être intéressant déjà de partir de ce principe. La deuxième histoire, c'est celle dans laquelle Benicio del Toro joue le rôle d'un peintre qui est emprisonné parce que suite à un accès comme ça de folie meurtrière, il est emprisonné. Il s'avère que c'est un génie et donc et voilà, l'histoire parle de cela et d'autres choses aussi. On va en parler. La troisième histoire, ça se passe donc en 68. Pendant la manifestation, en tout cas estudiantine, et dans laquelle donc la journaliste parle beaucoup de neutralité journalistique, mais il n'y a pas que ça, on va aussi en parler. Et la quatrième histoire, c'est, si je me trompe pas, c'était, en fait, ça part d'une espèce de malentendu. Un journaliste est invité par un commissaire de police pour un dîner gastronomique et finalement l'histoire vire vers le polar car le fils du commissaire est kidnappé. D'ailleurs, il y a un clin d'œil mais impressionnant pour celles et ceux qui connaissent bien Quai des Orfèvres de Clouseau. D'ailleurs, il y a un moment même, Mathieu Amalric qui joue le rôle du commissaire, on le voit de loin avec un travelling latéral où il marche avec son fils. J'avais cette impression de voir Louis Jouvet, c'est impressionnant. Il a un profil de loin, c'est Louis Jouvet qui joue le rôle donc de cet inspecteur dans Quai des Orfèvres. Si vous ne l'avez pas vu, de Henri-Georges Clouzot, il faut absolument le voir. Et le film donc se termine sur la nécrologie rédigée par l'ensemble de la rédaction donc du French Dispatch. Voilà, et le film se termine là-dessus. Donc, j'aimerais juste vous poser une petite question qui peut-être va désamorcer tout cela. L'histoire d'Owen Wilson, quand il parle de cela, du passé, du présent. D'ailleurs, dans le film, il y a effectivement une espèce de split screen où l'on voit d'un côté une rue, il y a un siècle de cela, et la rue d'aujourd'hui, et on voit effectivement qu'il y a pas forcément de grandes différences. À votre avis, j'imagine que ce n'est pas... Enfin, c'est évident pour Wes Anderson de parler de cela, du passé, du présent qui ne se ressemblent pas. Enfin, qu'il n'y a pas de différence entre le passé et le présent. Mais ce qui est très perturbant, et là on va parler effectivement du fond, ce qui est assez perturbant, c'est que moi j'ai cette impression que l'histoire, d'ailleurs je vais la nommer parce qu'elle a un titre, le chef-d'œuvre en béton, qui pourrait rappeler le chef-d'œuvre inconnu. Le chef-d'œuvre en béton, j'ai l'impression que c'est la seule histoire des 4 qui n'est pas figée dans le temps, selon moi, qui a une résonance très forte avec...
avec la société dans laquelle le spectateur évolue verra le film, donc ça peut être maintenant comme ça peut être dans 20 ans. J'ai l'impression que c'est le seul moment où il y a quelque chose d'intemporel, et donc comme c'est intemporel, il n'y a pas forcément une espèce de légère bise réactionnaire, on va dire ça comme ça. Je dirais pas un vent réactionnaire, je dirais une bise réactionnaire. Alors que dans les précédents, je ressens cela parfois. Et je ressens même aussi que Wes Anderson a cette capacité peut-être un peu monstrueuse de, de se... comment dire, d'essayer de se cacher derrière une forme extraordinaire, fascinante, voire même une forme qu'on ne peut même plus critiquer tellement qu'elle est passionnante. Et ça devient de plus en plus inquiétant, je trouve. Ah, on est bien d'accord. C'est une question passionnante, bien sûr, mais elle est terriblement problématique, d'autant que il semble, d'après ce que j'en ai lu sur The French Dispatch, dans la critique francophone essentiellement, il semble qu'il n'y ait pas de... qu'il y ait comme une espèce d'unanimité. C'est-à-dire que soit les gens n'aiment pas, puis c'est tout, ils s'ennuient, ils ne se sentent pas concernés par le sujet, très bien. Soit, c'est plus intéressant, ils aiment sans condition. Ils s'extasient. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur le segment consacré donc à cet artiste interprété par Benicio del Toro, c'est vrai qu'il y a deux choses qui jouent en la faveur de ce sentiment d'intemporalité. Premièrement, c'est le temps de la prison. C'est un temps qui ne passe pas, mais qui existe. On est enfermé dans des murs de béton qui rappellent eux-mêmes l'œuvre bétonnière de l'artiste joué par Benicio del Toro. Et puis deuxièmement, il y a le fait qu'en effet, on commence par le personnage qui est jeune, qui est donc joué par ce super comédien qui jouait déjà le Lobby Boy dans le Grand Budapest Hotel. Je suis désolé d'avoir mangé son nom, d'autant qu'il est vraiment pas mal, même si on le voit très peu. Et ça j'aime bien parce que là c'est justement des acteurs qui sont pas très célèbres, qui sont peut-être surtout connus grâce à leur présence dans la filmographie de Wes Anderson. Et après il devient Benicio del Toro parce que les années ont passé, il a vieilli, etc. Et donc il y a ces deux façons de gérer le temps. Le temps n'a passé que parce que le comédien a été remplacé par un autre comédien plus vieux. Et dans ces cas-là, on se rend bien compte que ça pourrait avoir lieu dans 20 ans, comme ça pourrait avoir eu lieu il y a 20 ans. On ne sait pas quelle est la contemporanéité exacte de la chose par rapport aux autres articles qui sont cités dans le film. Maintenant, justement, en fait, ce qui est très intéressant, Samir, je trouve, c'est que le problème qui vient agir comme un révélateur historique énorme par rapport à The French Dispatch, et qui, pour moi, pointe ce souci pas seulement réactionnaire, qui va plus loin que ça, c'est quelque chose de très pernicieux, c'est qu'en fait, il a choisi de tourner ce film dans notre pays, la France, et c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il a toujours eu une espèce de regard un peu européen qui est posé sur les choses dans sa matière formelle. Il a fait un détour par l'Inde, mais l'Inde exotique, l'Inde touristique, on en a parlé l'autre jour avec à bord du Darjeeling Limited, où finalement l'Inde n'est qu'un décor de carte postale et les Indiens sont vraiment très très loin, sont très à l'arrière-plan, même dans la façon, on n'en avait pas parlé, mais qu'a Adrien Brody de ne pas réussir à sauver son enfant, dit-il. Il y a trois enfants qui se noient, il y a 3 frères, ils sauvent chacun un enfant, et Adrien Brody n'arrive pas à sauver le sien. Même les enfants, la mort des enfants, de l'enfant, le deuil des parents, tout ça est vraiment situé très très loin derrière leurs propres sentiments à eux. C'est un choix que je critique pas, c'est parce que encore une fois, la matière, le sujet en fait de Wes Anderson, c'est pas du tout l'Inde, c'est le fait de se décentrer de sa culture, d'aller ailleurs pour essayer de se retrouver soi. Très bien. Mais là, avec la France, il fait pareil. C'est assez rigolo de se dire en tant que Français que d'un seul coup, on devient effectivement un sujet exotique qui est pas très loin du béret, des sabots et de la baguette. C'est assez rigolo. En plus, il le fait de manière toujours humoristique et avec des palettes assez variées. Néanmoins, c'est par rapport à l'histoire, en fait. L'histoire de la France et la lecture qu'on en fait. Où il me semble que là, il y a vraiment quelque chose de presque dangereux. Enfin, moi, je le trouve dangereux. C'est là qu'on va me trouver obsessionnel. Bon... J'essaie de pas être militant, moi. Par contre, je suis quelqu'un d'assez partisan, c'est-à-dire j'ai des idées, j'essaie de voir en quoi ces idées peuvent être démenties par le cinéma, renforcées par le cinéma, problématisées par le cinéma, enfin voilà. Et il se trouve que, en choisissant de non seulement
baser en France son intrigue, mais aussi de tourner en France son intrigue à un moment crucial, socialement, intellectuellement, policièrement de la France, on peut se poser plein de questions. Vous savez que le film il est tourné alors que les Gilets jaunes ont commencé grosso modo un mois avant, quoi. Le tournage commence en novembre 2018 à Angoulême, en France. Les Gilets jaunes, c'est octobre 2018 le début. Ça, Wes Anderson ne pouvait pas le prévoir. Moi, je pense toujours à Christopher Nolan qui, en tournant The Dark Knight Rises, film complètement raté par ailleurs, c'est l'objet de notre discussion, mais essaie quand même de se nourrir, même s'il le fait très maladroitement, même s'il a aussi des très très gros problèmes éthiques. Il essaie de se nourrir de la colère des gens et de Occupy Wall Street. Là, on sent bien que Wes Anderson, il se soucie absolument pas du rapport de l'État à la population, du rapport de la population à la police, du rapport de la police à elle-même. Et il a beau dire oui, ça se passe en mai 68, ça pose énormément de problèmes. Alors, on en était pour commencer à... Vous allez voir le rapport avec Benicio del Toro. Un truc qui apparemment n'a pas de rapport direct avec la France. Le premier point, c'est mai 68 précisément. On bascule dans la deuxième partie du film avec Frances McDormand, Timothée Chalamet. Mais 68 nous est présenté par Wes Anderson et ses co-scénaristes, ils sont quand même 4. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut bien qu'il y en ait un qui se renseigne un petit peu, qui, à défaut d'avoir une culture politique, au moins qui ouvre quelques livres. On a des historiens de mai 68, aussi bien de droite que de gauche, partisans ou pas. On a Ludivine Bantini. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui connaissent vraiment bien la matière et qui l'exposent d'une manière simple, claire et qui est sans doute traduite en plus de ça en anglais. En tout cas, c'est important de se dire que mai 68, tel que ça nous est présenté par Wes Anderson, c'est pas seulement caricatural, c'est gênant. On a l'impression qu'on épouse le point de vue, en pire en plus de ça, de, comment il s'appelait, Missoff, le ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque. Alors, grosso modo, vous savez, on a tendance à partir du principe qu'en mars 68, ce qui va devenir le mouvement estudiantin et ouvrier, les ouvriers sont assez absents, je trouve, du discours et du film de Wes Anderson, mais bon, ce mouvement, il naît d'abord du fait que les étudiants qui sont pour l'essentiel mineurs, mais mineurs au sens où ils ont moins de 21 ans, ils n'ont pas 16 ans, 17 ans. On parle de gens qui ont 20 ans. Les garçons et les filles sont séparés. Et donc, il y a des dortoirs pour les filles, des dortoirs pour les garçons. Bon, très bien. Jusque-là, je ne trouve pas ça choquant, mais ils n'ont pas le droit d'aller se visiter, y compris les gens qui sont en couple, officiels, etc. Et il y a une demande d'assouplissement de la part de la jeunesse. Et grosso modo, le ministre dit à des gens comme Cohn-Bendit, que je n'apprécie pas spécialement par ailleurs, ou à d'autres gens, et il leur dit vous ferez bien de vous plonger dans la piscine, ça vous rafraîchirait les idées, grosso modo. Et c'est un peu ce que dit Frances McDormand de Timothée Chalamet, sa copine, c'est tirer un bon coup, ça ira mieux. Et en fait, tout le discours de Wes Anderson, il vise à faire croire aux Américains et à tous ceux qui ne connaissent pas mai 68, donc y compris beaucoup de Français, j'imagine, à faire croire qu'en fait mai 68 est parti uniquement de l'idée que on voulait baiser et c'était pas possible. Et que les filles, que les garçons pouvaient pas aller dans le dortoir des filles. Et ça, c'est terrible parce qu'en réalité, c'était pas les garçons qui pouvaient pas aller voir les filles, c'était l'ensemble. C'est-à-dire les filles vous demandaient à pouvoir aller, si elles le souhaitaient, voir les garçons, et pas nécessairement pour avoir des relations sexuelles, mais pour être dans cette communauté étudiante, y compris le soir, avoir une vie normale, une vie partagée. Les garçons souhaitaient évidemment la même chose. Le sexe en faisait partie, mais je veux dire, il n'y avait pas que ça. Et il y avait cette idée que dans mai 68, il y avait beaucoup de choses qui étaient demandées par rapport à l'État, par rapport à la condition des jeunes et des étudiants en général. Et là, Wes Anderson, il nous montre en fait deux garçons, dans mon souvenir, qui sont un petit peu en train de jouer aux échecs pour savoir qui va avoir le droit d'aller voir les filles ou pas. Et d'un seul coup, ça devient une espèce de, je sais pas moi, de camp ou de harem ou de je sais pas quoi, dans lequel il y aurait les filles d'un côté qui n'ont pas droit au mot. Et puis c'est les garçons qui décident et qui vont agir. Alors déjà, c'est pas comme ça que ça s'est passé, puisque c'était quand même un mouvement qui était beaucoup plus équitable et égalitaire que ça. D'autre part, il y a ce rapport aussi à la police qui est affligeant, c'est-à-dire que oui, Frances McDormand le dit, je crois, il tire, les policiers tirent à blanc ou je sais pas quoi, ou avec
où c'est des pétards. En fait, pas du tout. Enfin, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement, Nanterre a été occupé par les étudiants. Il y a effectivement des choses qui ont été jetées sur les forces de l'ordre. Alors, c'était pas des cailloux ni rien, hein. Mais il y a eu beaucoup de défiance vis-à-vis de l'ordre. Mais l'ordre est rentré dans la faculté de Nanterre, a défoncé les portes, a attrapé les étudiants, les a brutalisés, les a frappés, les a mis au poste pendant un certain temps. Bon. Et voilà, en fait, on voit rien de tout ça. On a l'impression de voir juste une espèce de petit mouvement bobo, gentillet, sur des gens qui veulent juste faire l'amour. Et c'est ni vrai, d'abord, par rapport à l'histoire de France, ni mignon, ni intéressant. Et je trouve qu'il y a une espèce de regard condescendant qui filtre par Frances McDormand. Et j'en veux presque à cette actrice d'avoir accepté de jouer ça, parce que non, c'est pas juste tirer un coup et ça ira mieux. Et votre élan révolutionnaire, il disparaîtra. C'est-à-dire que ça nie toute volonté de vouloir changer les choses, ça nie toute volonté révolutionnaire, ça nie toute volonté d'améliorer la société, de la rendre un peu plus juste. Bon. En ayant en plus recours à des figures masculines qui disent c'est nous qui allons décider qui va aller voir les filles, etc. Bon. J'ai l'impression qu'on est au Moyen-Âge, en fait, dans ces conditions-là. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Oui, pardon. Mais il y a deux choses, en fait, pardon de vous avoir interrompu. Alors, effectivement, Frances McDormand, avant de leur dire d'aller faire l'amour, elle dit quand même à Lina Kudry, il faudrait quand même que tu apprennes à t'excuser, à savoir t'excuser auprès des adultes. Cette phrase est juste extraordinaire. Voilà. Bon. Oui, oui, 68. Ça m'a choqué. C'est une phrase fascinante. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que à ce moment-là, on se pose la question de savoir pourquoi Wes Anderson choisit de situer son histoire dans une France en plein milieu de mai 68. Il pourrait ne pas, comment dire, ça ne peut pas être anodin. On peut pas lui demander d'être dans la véracité historique, j'imagine, parce que s'il n'a jamais été vraiment très fort pour ça. Mais pourquoi surligner cette envie de raconter ces histoires, comme vous l'avez très bien dit, à un moment crucial dans l'histoire politique, économique, intellectuelle, ce que vous voulez, du récente en plus, c'est-à-dire récente et documentée, avec des gens qui sont tous vivants. Moi, si vous voulez, je ne suis pas le turiféraire absolu de mai 68, mais je considère quand même que c'est quelque chose d'hyper important. D'abord, d'un point de vue historique, on peut faire des uchronies à la Tarantino, mais là c'est quand même très particulier parce que autant Tarantino, d'une manière très très naïve, presque infantile, il va dire que le cinéma va détruire Hitler. Et donc il fait brûler Hitler dans un cinéma. Mais là, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur le versant où on raconte les choses autrement telles qu'elles ne se sont pas passées. Et je trouve que c'est quand même un peu fort de café, surtout qu'après. Mais autre chose, pardon de vous interrompre une deuxième fois, et après il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut toujours revenir faut toujours, je pense, ne pas oublier la première histoire qui dit quand même que entre le passé et le présent, il n'y a pas de différence. Donc quand on a ça dans la tête, et quand on évolue avec ça dans la tête, et qu'on découvre les précédentes histoires, c'est très très particulier aussi. Oui, vous avez raison. C'est très particulier. Ouais, j'avais même pas pensé à ça, ouais. C'est vrai que ce split screen, il est beau, il est drôle, il essaie de rendre typique, absolument typique, la France telle qu'on peut se la représenter depuis l'étranger, et même comment la France se regarde, soit avec douceur, réactionnaire, l'envie de retrouver les gentes dames et les preux chevaliers, comme dit l'autre, soit... Voilà, c'est ça, comme dit l'autre. C'est ça, vous avez raison. Vous avez raison, parce que maintenant, on n'en rigole plus de ça. Parce que ce truc-là, il a pris forme. Et donc, quand on voit ça dans un cinéma comme celui de Wes Anderson, on a beaucoup de mal. Moi, ça m'a choqué. Et alors, écoutez, je vais essayer d'aller assez vite sur la question policière, parce que finalement, on a cet autre arc narratif autour donc de Matthew Amalric et Edward Norton, dans les acteurs connus qui passent par là. Bon, cette histoire de la police avec l'enlèvement donc de ce petit garçon, et que la police nous a montré sous un jour sympathique, surtout dans les années 60, moi ça me pose pas spécialement de problème. Qu'elle soit montrée comme à la suite d'un épisode consacré à mai 68 comme étant héroïque, avec une espèce de truc à la incorruptible, etc. Et alors même que finalement on est en plein au moment où il tourne le film.
Et alors qu'il a vraiment eu du recul, son film est sorti en 2021, bon sang Samir. Et je veux dire, les Gilets jaunes, c'est d'octobre 2018, quasiment toute l'année 2019. Si ça s'est arrêté, c'est uniquement parce que il y a eu la crise sanitaire. On le sait tous. Sinon, je veux dire, on ne sait pas ce qui serait passé. Et là, en plus, on est sur quelque chose qui embrasse tout le pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens d'extrême gauche, il y a des anarchistes, il y a des gens d'extrême droite qui se retrouvent dans la rue, qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes attentes, le même projet, c'est vrai, mais qui sont tous d'accord sur une chose et qui se font maltraiter par la police. Et la police, on peut dire, c'est les chiens du pouvoir, ils obéissent, en l'occurrence, à l'époque à Édouard Philippe, à Emmanuel Macron. Mais il y a quand même plein de problèmes qui se pose vis-à-vis du regard qu'on peut avoir sur la police. Et la France est un pays qui n'aime pas beaucoup sa police. Elle l'aime quand on a besoin d'elle, évidemment, mais qui globalement se défie, et peut-être à juste titre, de comment la police est gérée en fait en France. Et d'une manière générale, je trouve que faire cette espèce d'ode à la police dans ce contexte hyper à la fois révisionniste, comment dire, réactionnaire de Wes Anderson, je trouve que c'est super étrange, et pour moi, c'est pas un hasard s'il le tourne en France, et c'est là que je rebondis après sur, en faisant ce bond en arrière, sur la section du film, l'arc narratif consacré à Benicio del Toro et Léa Seydoux. C'est qu'en fait, donc, on a ce type qui, sur un coup de sang, donc commet cet acte d'une barbarie absolue. Alors, il massacre littéralement, je crois, au croc de boucher, je me souviens plus où il décapite, si je me trompe pas, il décapite 2 bouchers et une troisième décapite personne. 2 types qui sont en train de harceler un autre type dans un bar. Donc il intervient courageusement, ça c'est très bien. Mais non seulement il les bute, mais d'une manière absolument abominable. Il est considéré comme fou, il est incarcéré, bon, très bien. Et là, au bout de quelques années, genre 20 ans plus tard, on a Adrien Brody qui dirige une galerie d'art, qui est galeriste et qui s'intéresse de très près à ce génie et qui assiste à, je sais pas comment on appelle ça, ces procès en révision pour éventuellement relâcher quelqu'un après un certain nombre d'années effectuées en détention. Et il demande l'autorisation de parler, de prendre la défense de cet homme en disant qu'au nom de son génie, malgré les atrocités qu'il a commises et qu'on sait qu'il peut continuer à commettre, et c'est prouvé à un moment donné, il va encore péter un câble, hein, le personnage du peintre, il va vouloir massacrer des gens, bref. Au nom du génie, on devrait le relâcher parce qu'il faut savoir faire la distinction entre, comment il dit ça exactement, il dit pas entre l'homme et l'œuvre. Il dit un truc de ce genre. Et vous savez que la distinction entre l'homme et l'œuvre, entre l'artiste et l'œuvre, on l'a beaucoup évoqué au sujet de l'affaire Polanski, notamment au moment de la sortie en 2019, je crois, de son film sur J'accuse avec Dujardin et compagnie. Et en fait, et on se souvient tous de c'est pas Céline Sciamma, c'est son actrice, comment elle s'appelle Oui. Extraordinaire dans Portrait de la jeune fille en feu, fabuleuse. Pas Noémie Merlan, l'autre. Je connais qu'elle. C'est pas Adèle Haenel. Si, voilà, je suis désolé qu'elle me pardonne d'oublier son nom. La fatigue. Et on est quand même sur. Il écrit, réalise, tourne son film sur une époque cruciale à laquelle il ne peut pas échapper. Elle concerne au premier chef le cinéma, l'affaire Polanski, le fait le harcèlement et éventuellement le viol des femmes, etc. dans ce milieu du cinéma. Et il parle donc dans The French Dispatch de faire la distinction entre l'homme et l'œuvre. Et là, moi, je l'ai vu immédiatement comme une espèce de pied de nez à la France en disant on vous emmerde, les artistes ont tous les droits. Et ça me semble justifié après coup par son discours sur mai 68, qui est un discours en fait policier et réactionnaire, puis son discours autour de la police en elle-même de plein pied dans l'arc narratif consacré donc à la gastronomie policière. Et au bout d'un moment, on se dit waouh, ça fait quand même beaucoup. Voilà pourquoi il a choisi la France, pour pouvoir dire sur la France, sur les Français, à un moment qui est quand même pas bien choisi, des choses qui sont impossibles à entendre. Il aurait pu refaire le montage de son film, il aurait pu supprimer des choses, il avait beaucoup de matière, il aurait pu changer un petit peu son film pour que peut-être en 2020, où il devait sortir initialement,
on n'a pas l'impression que Wes Anderson, pardonnez-moi, c'est très vulgaire, mais nous chie à la gueule. Ça, je veux dire, le peuple français dans son entièreté, avec vraiment toute sa bigarrerie, toutes les sensibilités qu'il peut y avoir dans ce peuple étrange qui est le nôtre. Là, je trouve quand même que c'est vraiment incroyable, soit de rien savoir sur la France, ce qui n'est pas très grave en soi, c'est un tout petit pays, mais de faire un film en France qui se passe sur la France, y compris avec des comédiens français, je trouve ça assez aberrant. Ou alors ça veut dire qu'il sait très bien ce qu'il fait, cet homme-là, il est très très intelligent et je le crois volontiers, et il dirige donc ses idées en les masquant par une forme étourdissante qui nous empêche un peu de parler du fond. Mais le fond, il est bien là, il est là plus que jamais. C'est pour ça que, pour conclure, j'ai dit c'est son meilleur film et son pire. Et c'est pour ça que je peux pas dire que j'aime ce film. Je l'ai pas aimé. Par contre, je l'ai trouvé assez exceptionnel. Ça, faut le reconnaître. Mais alors, voilà ce que je vais en dire, non, mais la question, enfin, moi, en gros, c'est ce que vous dites, c'est que le film aurait eu quand même, j'imagine, le même impact vous concernant s'il était sorti 2 ans avant. Que cela soit avant les gilets, s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes, le film aurait eu quand même le même impact vous concernant, c'est-à-dire par rapport à comment il prend appui sur ces éléments historiques en fait, j'ai l'impression qu'il a envie de démystifier les choses peut-être, et qu'en démystifiant, c'est très bien. Il fait plutôt le contraire. C'est ça qui est très perturbant, parce que c'est la forme. Il y a un moment assez impressionnant, parce que je crois que c'est l'une des rares fois que je vois dans son film une caméra à l'épaule. Il y a un moment, en plein milieu du film, quand Frances McDormand, d'ailleurs, prend à part Timothée Chalamet et Lina Kudry pour leur expliquer que, d'une part, il faut apprendre à s'excuser auprès des adultes, et puis d'autre part, aller faire l'amour, ce que vous êtes en train de faire ne sert plus forcément à rien. Toute cette séquence-là est filmée à l'épaule. Je ne sais pas si vous en souvenez de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas le voir. Je l'avais oublié, mais oui, vous avez raison. On ne peut pas ne pas le voir dans le sens où tout le film, est, comme vous l'avez dit, est dessiné, est carré, avec des travelling là. Et ce moment-là, il est filmé à l'épaule. Et bien évidemment, quand on voit ça, on ne peut pas ne pas se poser cette question. Tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il descend de son piédestal, il marche, donc il fait un acte social. C'est comme s'il allait ouvrir la fenêtre pour voir vraiment ce qu'il y a dehors, avec sa petite caméra à l'épaule, et il s'approche au plus près des personnages, toujours avec cette caméra à l'épaule. Je crois, alors vous allez peut-être me contredire, mais vraiment il faudrait me le dire, je n'ai pas souvenir de ça dans ses précédents films. Hein. Moi, ça m'a extrêmement déstabilisé, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, cette caméra à l'épaule. Je me demande si la bagarre, mais vraiment, il faudrait le revoir, si la bagarre dans La famille Tenenbaum, entre le personnage de Owen Wilson et celui de... lui, j'oublie toujours son nom pour le coup, donc ça m'étonne pas. À la fin, si vous voulez, il y a cet accident de voiture, il y a le chien qui est écrasé juste avant le mariage donc de Oui. Kathleen Tenenbaum. Le mariage est interrompu, il y a cette course-poursuite, et il me semble que c'est pas du tout de la steadicam, il me semble que c'est une caméra à l'épaule qui court pour donner cet aspect-là. Mais là, on est dans un truc de comédie, on est sur quelque chose de très 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 différent. Là, effectivement, il y a un aspect documentaire dans ce que vous dites. En plus de ça, on est en noir et blanc. Oui. On se réfère à des événements historiques qui, pour mal raconter, complètement réécrits, ont tout de même eu un peu lieu. Et pour moi, ce moment-là, c'est le seul moment où il ne se cache plus derrière cette forme extraordinaire. C'est le moment où il se livre entièrement, où je pense, il dit en gros pourquoi il a fait ce film. Uniquement pour ça. Alors du coup, pour vous, ce serait pour dire quoi exactement alors? Ce serait juste pour véhiculer, pour le coup, là, il devient non plus cinéaste, mais plutôt un facteur. C'est-à-dire qu'il devient un mec qui donne des messages. Et j'ai l'impression que finalement, tout cela tourne autour de l'amour, et rien que de l'amour. Et c'est très anodin, voire naïf de dire cela, mais quand on repense à la séquence avec Benicio del Toro, à la fin de cette séquence, il dit à Adrien Brody, il dit, mais finalement, tout ça, je l'ai fait parce que ça ressemble à Simone. Parce que c'est Simone.
parce que c'est elle. Voilà, il y a toujours quelque chose qui est... Le personnage le journaliste homosexuel qui ne le dit pas, mais qu'on comprend qu'il est homosexuel, ça aussi, je trouve que Wes Anderson, mais ça peut-être, je pense qu'un jour on en reparlera plus tard, la question de l'homosexualité chez Wes Anderson, je pense, devrait être, à mon avis, développée, parce qu'il y a quelque chose qui est, comme on dit souvent, Mitch, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui est plus ou moins progressiste et en même temps un peu réac. Enfin, il faudrait qu'on en parle ça un jour. Mais bref, en tout cas, voilà, il y a toujours quelque chose qui tourne autour de cela, de l'amour comme finalement figure essentielle de tout, comme moteur narratif, comme moteur de notre propre histoire. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, c'est peut-être naïf, mais quand il descend de sa chaise, enfin, quand il sort de tout cela avec cette caméra à l'épaule, déjà j'ai l'impression que pour la première fois, j'ai cette impression que c'est vraiment lui qui filme et qui les écoute et mais il peut pas s'empêcher de dire des choses un peu qui peuvent être peut-être un peu déstabilisantes. Mais ce moment-là à l'épaule est très particulier, est très particulier, pardon. Oui, par rapport le discours et le contexte, plus ce regard de mise en scène très particulier. Est-ce que vous pensez que ce film, parce que je crois qu'on en avait parlé déjà dans la précédente émission, mais est-ce que vous pensez que ce film peut aussi, parce que j'ai cru comprendre que le prochain film ne se fera pas aux États-Unis, mais je crois que c'est en Italie ou en Espagne, je sais plus. Mais bref, on n'est plus, enfin voilà, il continue encore de faire un peu ce qu'avait fait Woody Allen ou alors Abbas Kiarostami, c'est-à-dire d'aller voir un peu ailleurs, de voir si on peut continuer à raconter sa propre histoire dans d'autres pays. Ça c'est passionnant. Quand c'est Kiarostami ou même Allen, ça reste moi je trouve que ça reste passionnant. Est-ce que ce film-là annonce quelque chose peut-être je sais pas, une autre étape, Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que je l'ai trouvé bizarrement plus humain que ses films précédents. Certains de ces films, la vague, on va dire, qui court à bord du Darjeeling Limited jusqu'au Grand Budapest Hotel, voire même L'île aux chiens. J'ai trouvé plus humain, j'ai trouvé plus proche de ces comédiens. J'ai trouvé qu'ils prenaient vraiment le temps de les filmer et de proposer des échelles de plans et des différentiels entre chaque plan beaucoup plus intéressants. J'ai trouvé ce film à la fois plus fantasque, mais plus reposant. Et c'est précisément parce qu'il est plus fantasque qu'il est plus reposant, parce qu'au lieu d'être dans une formule quasi géométrique, mathématique, répétée à l'envi, qu'il nous laisse de la place, nous, en tant que spectateurs, pour être avec ces acteurs, pour respirer, pour vivre avec eux. Et puis, il y a une certaine modernité, je trouve, dans sa façon de filmer, qui est démentie, bien sûr, par un aspect, en plus, ultra daté du discours. C'est même pas, on n'est plus dans la réaction, là, on est carrément en train d'écouter un mec d'un passé révolu, bien avant que lui-même vienne au monde. Il est pas vieux, Anderson. Je veux dire, parfois, j'ai l'impression de voir une espèce de vieux con radotant, intellectuellement. Et je me dis, ça manque. C'est pour ça que je disais au début, peut-être que c'est vraiment un très grand faiseur et pas un bon auteur. Et en plus, ils ont écrit ce scénar à 4. Alors je sais pas, peut-être qu'effectivement ils ont besoin de se renouveler aussi parce que ça tourne en rond. Et je pense que c'est très sain d'aller voir ailleurs, mais peut-être que c'est juste pour encore une fois poser ce regard un petit peu touristique et un peu creux pour faire semblant de s'intéresser à une histoire et finalement la travestir et ni faire remonter quelque chose d'hyper important qui concernerait même ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, je veux dire, il y a eu pendant le tournage de The French Dispatch aux États-Unis des événements d'une ampleur sociale, intellectuelle, politique et quasi militaire, c'était extrêmement important ce qui s'est passé. Je veux dire, la France n'était pas toute seule à bouger dans son coin et à avoir des gens dans les rues. Donc, tout était un peu concomitant. Et être à ce point aussi peu à l'écoute de son monde, ça ne me semble pas augurer quelque chose d'extraordinaire dans le fait qu'il va aller dans d'autres pays pour essayer de renouveler son regard, qu'il renouvelle son regard en tant que peintre du cinéma, c'est une très belle chose. Mais en tant qu'auteur, en tant que quelqu'un qui écrit des scénarios, qui écrit des histoires avant de les tourner, là, il me semble que clairement,
Et il prend pas un meilleur chemin, mais je crois qu'il fait semblant d'être naïf et d'édulcorer les choses. Et en même temps, je trouve ça très très intéressant ce que vous dites sur le fait que il se tourne à la fin vers l'amour, vers l'idée de l'amour. Mais cette idée de l'amour, elle n'est pas là pour justifier absolument tout. C'est pas parce que Roman Polanski aime les femmes qu'il a le droit de se comporter de telle manière, par exemple. Je vais pas plus loin hein, dans ce que je vais dire sur Polanski. Il a déjà été, enfin, l'opprobre est sur lui de toute façon. Mais de la même manière, c'est pas parce que vous êtes armé de bonnes intentions que vous faites de belles choses. Et c'est vrai aussi bien d'un policier qui veut vous protéger, en principe, que d'un cinéaste qui veut vous raconter une histoire, en principe. Quelle histoire veut-il nous raconter? C'est ça la vraie question. Pourquoi avoir choisi la France pour raconter des choses qui sont à ce point en inadéquation totale, philosophique aussi bien que historique, avec ce qui s'est passé comme avec ce qui se passe. C'est ça, je trouve, qui est incroyable et qui, pour moi, tient lieu vraiment. Je ne comprends pas que les gens aient pas davantage parlé de ce différentiel ahurissant entre le propos de Wes Anderson et le pays dans lequel il a décidé qu'allait se passer cette action, quoi. Je trouve ça délirant. Moi, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. Ok, c'est un Américain, il n'a pas la même sensibilité que moi, c'est évident. Mais quand vous disiez, ça aurait été la même chose pour moi, me concernant, si le film était sorti en 2017, ou voilà. Un, j'en suis pas tout à fait sûr. Et deux, il s'agit pas de moi, encore une fois, il s'agit de, tiens, il y a un film qui est fait qui se passe autour de mon pays et qui essaie certainement d'embrasser quelque chose d'un peu plus que simplement le français moyen. C'est pas nous qui sommes importants, c'est peut-être l'espèce entière, quoi. Et en fait, moi j'ai l'impression c'est pas qu'il passe complètement à côté de ce qu'il aurait à dire, c'est qu'il décide de dire un truc vraiment très très précis. C'est là que je trouve pernicieux. Voilà. Et ça me donne évidemment envie de voir la suite, hein, Samir, on va pas se mentir. Hein. Comme vous, j'ai très envie de savoir ce qui va se passer. J'irai tous les voir, concrètement. À un moment de tomber dans une colère radicale. Ce film m'a posé gravement problème. Je ne suis pas sorti de là excédé. Hein. Je n'ai pas hurlé sur tout le monde à la sortie de la salle. Mais et voilà, bon. En tout cas, il continue encore de provoquer pas mal de conversations. J'avais vu que dans la précédente émission, il y avait eu un commentaire donc de quelqu'un qui avait regardé l'émission et vous lui aviez répondu. Donc ça c'est intéressant de savoir que vous êtes aussi là pour répondre aux commentaires. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que n'hésitez pas, si vous avez envie de faire des commentaires sur cette émission par rapport à ce qui a été dit sur le film, n'hésitez pas. Et voilà, Aurélien en tout cas, il sera là aussi, que ce soit avec moi ou plaisir, Aurélien. Ça sera avec plaisir en tout cas. C'était bienveillant et posait une bonne question. Donc je trouvais important de répondre, de pas faire en sorte que ça tombe. Ben voilà, YouTube, tout le monde y a accès, donc évidemment que j'y ai accès, donc évidemment que je peux, si j'en ai le temps et si j'ai quelque chose à dire, je vais évidemment prendre le temps de répondre aux internautes qui sont aussi comme nous, des spectateurs, des critiques et qui ont leur mot à dire. Exactement. C'était une conversation autour de The French Dispatch qui est sorti le 27 octobre dernier, qui va bientôt être édité, je crois, en DVD, et qui reste quand même un film important de cette année et qui continue encore de susciter pas forcément l'adhésion, mais pas mal de réflexions. Parce que ça réévalue, ça reprend, ça peut-être donne de nouvelles pistes sur cette œuvre extraordinaire qui est celle de Wes Anderson. En tout cas, c'était un plaisir de vous entendre, Aurélien, discuter de tout cela. Et j'espère à très vite, et pas forcément autour de Wes Anderson. On peut-être un autre sujet, on verra. Mais oui, mais écoutez, c'était un plaisir. Moi, pareil, vous m'avez ouvert là, des questions, notamment autour de cette caméra à l'épaule, et je sens que je vais avoir quelques nuits blanches. Merci. C'est super, merci Samuel. C'est moi qui vous remercie. Dans le descriptif, il y aura tout. Je remets bien évidemment le lien qui renvoie au hors-série que la 7e Obsession avait consacré à Wes Anderson. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Nicolas Telop qui nous a beaucoup aidé en tout cas, pour concevoir cette émission. Merci Aurélien, à très vite. Bonne année comme on dit, et à l'année prochaine avec plaisir. À l'année prochaine, sans faute. Avec plaisir. Générique, c'est parti.
in the canyon. That's where I long to be, with my three good companions. Just my rifle